Bonjour, bienvenue, c'est Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler de la fraude aux moyens de paiement et de la responsabilité des banques avec Marie Polygone, associée, cofondatrice du cabinet Erigone. On parlera ensuite de la Fondation pour la protection du droit de l'environnement avec Delphine Loyer, présidente de la fondation LexCase. Et enfin, on parlera intelligence artificielle et utilisation des données des utilisateurs européens pour entraîner les systèmes d'IA avec Romain Weiss-Moreau, associé au sein du cabinet LWM. Voilà pour les titres. Lex Insight, c'est parti. On commence tout de suite ce Lex Inside, on va parler fraude au paiement. Les arnaques se multiplient, faux conseillers bancaires, SMS frauduleux, mails piégés. Qu'en est-il de la responsabilité des banques face à cette situation? On en parle tout de suite avec mon invité, Marie Polygone, associée au sein du cabinet Erigone. Marie Polygone, bonjour. Bonjour Arnaud. Je viens d'évoquer la situation explosive en matière de fraude au paiement. Comment expliquez-vous cette situation avec une recrudescence d'arnaques? Alors aujourd'hui, la fraude bancaire, ça s'est stabilisé à environ 1,2 milliard d'euros. Et effectivement, on peut dire qu'il y a une forme de recrudescence importante qui s'est caractérisée par une recrudescence des fraudes liées au numérique, qui étaient environ 30% des fraudes en 2017 et qui sont aujourd'hui plus de 50% des fraudes. Et ce qu'on constate maintenant véritablement, enfin une tendance importante, c'est que face à ce phénomène, les banques ont vraiment renforcé tout ce qui est sécurité bancaire, authentification sécurisée des opérations bancaires. Et donc, les fraudeurs doivent regorger d'inventivité et s'appuient principalement sur des manipulations faites par les victimes. Donc, les nouvelles typologies de fraude laissent une place importante aux opérations faites par les victimes elles-mêmes. C'est le cas, par exemple, des opérations qu'on appelle de spoofing. C'est des opérations dans le cadre desquelles la banque, l'escroc va se faire passer pour la banque, donc appelé d'un numéro qui serait le numéro comme le numéro de la banque, la victime qui va ensuite devoir authentifier des opérations de paiement en direct, faire des virements frauduleux, pensant parler à son conseiller bancaire. Une autre de ces nouvelles typologies, c'est ce qu'on appelle le phishing ou hameçonnage. La fraude consiste dans ces cas-là en un email reçu, et donc la victime doit cliquer sur un lien elle est ensuite redirigée vers un faux espace bancaire, ou alors elle doit répondre à un mail avec ses coordonnées bancaires. Donc il y a une action de la victime. Exactement. Il y a une manipulation faite par la victime dans cette typologie de phishing. Il y a aussi un moyen un peu dérivé du phishing qu'on appelle le smishing, c'est le phishing par SMS. Ou pareil, encore une manipulation de la victime. C'est également le cas de ce qu'on appelle les fraudes aux coordonnées bancaires, où là, ça vise plutôt des entreprises, et donc l'escroc va se faire passer pour un partenaire commercial de l'entreprise. Donc ça implique qu'il ait quand même une bonne connaissance de l'entreprise en tant que telle, qu'il ait pu, grâce au numérique, infiltrer un peu les systèmes informatiques de l'entreprise, se faire passer pour un partenaire commercial et donner son propre RIB en prétextant un changement de RIB de la part du partenaire commercial pour bénéficier des fonds détournés. Et enfin, et là c'est une typologie c'est encore assez proche, la fraude au président, où là cette fois-ci l'escroc va se faire passer pour le président, le directeur d'une entreprise, et donc dire aux collaborateurs: faites un virement à telle entité qui sera un partenaire. Le dernier cas qui est un peu différent, mais qui est assez fréquent, présent en 2024, c'est la fraude par skimming. De quoi s'agit-il? Et là, c'est en fait le terminal de paiement qui est détourné. Et donc, quand on insère sa carte bleue, toutes les données sont récupérées, et donc des fraudes peuvent avoir lieu. Donc, c'est une fraude liée au numérique, mais en physique, puisque c'est les terminaux de paiement directement qui sont ciblés au sein des bars, restaurants. Donc on voit petits que les commerces. escrocs sont de plus en plus ingénieux. Comment les victimes peuvent-elles se protéger face justement à ces escrocs? Quel est le cadre légal? Alors, le cadre légal, il est vraiment protecteur de la victime, puisque dans ce type de fraude, c'est souvent très difficile de retrouver les fraudeurs. Donc, la loi prévoit, c'est l'article L133-18 du Code monétaire et financier, que la banque est par principe tenue de rembourser le montant des opérations qui ont été non autorisées. Donc, c'est la banque qui doit rembourser les fonds détournés. Pour rentrer un
tout petit peu plus dans le détail. Pour savoir si la banque doit rembourser ou pas, il y a ce qu'on appelle une sorte d'arbre décisionnel où la première question qui doit se poser, c'est est-ce que l'opération qui est contestée par le client a été autorisée? C'est à la banque de prouver que l'opération est autorisée. Et là où c'est très difficile pour la banque, c'est qu'il ne suffit pas de montrer que les modes de paiement sécurisés, donc le code SMS, l'espace sécurisé ont été utilisés pour dire que l'opération a été authentifiée et autorisée. Donc très Qu'est-ce souvent, qu'il faut alors? malheureusement, c'est une preuve impossible. Donc en fait, la banque ne peut pas prouver que l'opération est autorisée. Si le client dit c'est pas autorisé, l'opération est considérée comme non autorisée. Donc elle rembourse, elle est obligée de rembourser. On passe à la deuxième question qui est est-ce qu'il y a eu une fraude? Est-ce que la banque est en mesure de prouver une fraude de la victime? Donc, si la banque peut prouver que c'est la victime qui, en fait, elle-même a fait tout un montage pour faire comme si elle avait été escroquée pour se faire rembourser des opérations qu'elle a elle-même passées, la banque ne rembourse pas. Si elle D'accord. n'arrive pas à apporter la preuve d'une fraude, on arrive à la troisième question. Est-ce que l'opération a été authentifiée selon les moyens sécurisés? Si c'est pas le cas, donc c'est là où la banque a quand même une responsabilité importante, c'est pour inciter les banques à sécuriser l'ensemble du système de paiement. Si l'opération n'a pas été passée avec des codes, donc le code SMS, avec la validation sécurisée, dans ces cas-là, la banque doit rembourser, peu important la négligence ou non de la victime de la fraude. D'accord. Si l'opération a été sécurisée, et là, c'est là où on arrive à ce qui concentre l'ensemble du contentieux, la question qui va se poser, c'est la victime a-t-elle ou non commis une négligence grave? C'est quoi une négligence grave? Donc, si la victime a commis une négligence grave, dans ces cas-là, la banque ne rembourse pas. Si la victime n'a pas commis de négligence grave, la banque rembourse. Et Est-ce que le effectivement, fait de cliquer, par exemple, sur un lien qui est envoyé par SMS, c'est une négligence grave? voilà, alors c'est une très bonne question parce que sur cette question, la jurisprudence a été amenée à se prononcer et elle est particulièrement sévère en matière de phishing puisqu'effectivement, elle considère que le fait de cliquer sur un lien envoyé par SMS est une négligence grave quand il a permis la fraude. Là où il y a quand même une subtilité qui est assez favorable aux victimes, c'est que c'est à la banque d'apporter la preuve que la victime a cliqué sur ce lien SMS. Et très souvent, la banque n'a pas cette preuve puisque Bien ça a eu sûr. lieu sur le portable de la victime et donc elle ne peut pas prouver. Souvent, ce qui apporte la preuve, c'est que la victime parallèlement fait une plainte pénale et dans le cadre de l'enquête pénale, on peut parfois réussir à remonter aux origines de la fraude et donc à démontrer qu'effectivement la victime a cliqué sur un lien envoyé par SMS, sur un email et que c'est cela qui a permis la fraude. Mais c'est une preuve assez difficile à apporter. Alors la négligence grave, est-ce que c'est une notion objective ou elle est laissée à l'appréciation des juges? Comment ça se passe? Alors, c'est une notion qui n'est pas définie par le Code monétaire et financier. On a uniquement un article, donc l'article L133-18, qui vient dire que quand la fraude a eu lieu, en cas de négligence grave de la part du payeur, donc de la victime, qui n'a pas permis d'assurer la sécurité de ses moyens de paiement, la banque n'est pas tenue à remboursement. Mais il n'y a pas de définition précise de ce qu'est cette négligence grave. Donc, c'est la jurisprudence qui a eu le rôle de définir et de fixer le curseur de qu'est-ce qu'une négligence grave. Donc, en général, on a quelques cas casuistiques. C'est assez casuistique, c'est vraiment au cas par cas. Donc, pour deux fraudes qui peuvent sembler similaires, parfois on va dire que la victime a été négligente, parfois c'est pas le cas. Il y a des cas un peu D'accord. évidents. Par exemple, on a un arrêt sur une victime qui avait laissé dans sa boîte à gants avec la carte bleue avec le code sur un petit post-it. Bon, là, c'est une négligence grave. Voilà, ça paraît D'accord. assez évident. Il y a des cas qui l'étaient moins, comme le cas que vous avez mentionné, qui est le cas du phishing ou hameçonnage, donc cliquer sur un lien ou sur un SMS. Et là, la jurisprudence est venue, la Cour de cassation est venue réaffirmer récemment qu'il s'agissait d'une négligence grave. Donc c'est vraiment du cas par cas, il n'y a pas de tendance de fond pour tel ou tel type de fraude? Alors, si, tout à fait. Enfin, c'est au cas par cas selon le comportement de la victime, mais après, effectivement, par fraude, on a des tendances qui sont fixées par la Cour de cassation. Donc, en matière de phishing, la Cour de cassation vient dire qu'il s'agit d'une négligence grave. Donc, pour la dernière fois, le 15 janvier 2025, dans un arrêt, elle est venue dire... c'est assez particulier parce qu'en plus, c'était un phishing qui avait eu lieu au sein d'une entreprise. Enfin, les escrocs avaient envoyé un mail, un salarié avait cliqué dans un lien sur le mail, mais il avait communiqué aucune coordonnée bancaire, mais c'est uniquement le simple fait de cliquer qui avait permis à un cheval de Troie d'intégrer l'ordinateur et diligenter des virements frauduleux. Donc, c'était un cas dans lequel la négligence n'était pas si évidente et la Cour de cassation est venue dire dans ce cas-là, il y a une négligence grave, il n'y a pas de partage de responsabilité, la banque n'est pas responsable et c'est l'entreprise qui doit assumer entièrement la fraude. À l'inverse, dans un cas qui est le cas du spoofing que j'ai mentionné en introduction, où c'est un conseiller, enfin un escroc qui se fait passer pour un conseiller bancaire et qui fait passer à la victime des opérations de paiement, dans ce cas-là, la Cour de cassation indique de façon constante que le fait de faire des virements à la demande de quelqu'un qui se fait passer pour un conseiller bancaire n'est pas une négligence grave. On va conclure là-dessus. Merci Marie Polygone. Je rappelle que vous êtes cofondatrice associée au sein du cabinet Erigone.
Tout de suite, on change de registre, on va parler philanthropie avec la fondation LexCase pour la protection de l'environnement. LexCase a créé sa fondation pour la protection de l'environnement. C'est un fait assez rare pour un cabinet d'avocats d'affaires. On en parle tout de suite avec la présidente de la fondation LexCase, Delphine Loyer. Delphine Loyer, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, je viens de l'indiquer, vous avez créé la fondation LexCase pour la protection de l'environnement. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de cette décision structurante pour un cabinet d'avocats d'affaires ? L'élément déclencheur a été une enquête de satisfaction auprès des collaborateurs en 2022-2023, au cours duquel ils nous ont indiqué vouloir aller plus loin dans l'investissement pour l'environnement, puisqu'on avait déjà une commission Green Team et qui était là pour les bonnes pratiques au sein du cabinet. Et dans le cadre de cette enquête de satisfaction, les collaborateurs ont précisé vouloir se saisir du sujet du bien commun qui est notre planète et œuvrer donc, pour l'environnement. Donc au départ, c'est cette enquête qui vient des collaborateurs, un retour des collaborateurs. Tout à fait. Qui fait que vous êtes lancé dans cette aventure. Et comment les associés ont-ils arbitré cette décision ? On s'est saisi du coup du résultat de cette enquête en se posant la question qu'est-ce qu'on pouvait faire exactement. On a réfléchi à un fonds de dotation, on a réfléchi à une fondation et puis on a réfléchi à rejoindre One Person for the Planet, qui est un engagement fort puisque c'est reverser 1% du chiffre d'affaires donc à la cause environnementale. Et on s'est orienté vers la fondation LexCase plutôt qu'un fonds de dotation. On voulait aussi pouvoir arbitrer les associations qu'on voulait soutenir, les projets, permettre aux collaborateurs de choisir les associations, les projets, fédérer les 3 sites. Et c'est la raison pour laquelle la Fondation nous paraissait la mieux à même de répondre à nos attentes. Et nous avons, en parallèle, rejoint le collectif One Person for the Planet. Comment vous sélectionnez les associations pour lesquelles vous allez décider de soutenir telle ou telle action ? Ce sont les collaborateurs qui vont choisir. Il y a un comité de sélection. Donc, il y a une dizaine de collaborateurs qui vont choisir ces associations et les projets. On est aidé par le collectif One Person for the Planet. On va tous les ans aux rencontres One Person for the Planet qui sont en octobre à Paris. Et les associations pitchent leurs projets. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va avoir des coups de cœur. On va prendre des contacts avec les associations. Et ensuite, c'est le COMEX qui va décider quelles sont les associations qui vont au final être choisies. Et dans le COMEX, il y a en majorité des collaborateurs du cabinet. D'accord. Donc il y a un vrai souci de mobiliser l'ensemble des collaborateurs du cabinet, c'est ça ? Exactement. Il y avait dans la création de la fondation 2 objectifs principaux. Le premier objectif, c'était de soutenir la cause environnementale et le deuxième, c'était de fédérer les collaborateurs. Puisqu'on a des bureaux à Paris, Lyon et Marseille. Donc, on voulait aller aussi au-delà, non seulement de la distance géographique, mais des différentes practices au sein du cabinet, puisque on n'échange pas forcément sur tous les dossiers qu'on peut avoir au sein du cabinet. Et ça, c'était un projet qui permettait de se voir autrement et d'échanger autrement. Et de valoriser aussi les collaborateurs qui le souhaitaient de façon beaucoup plus horizontale. Alors comment on arrive justement à fédérer l'ensemble du cabinet sur cette cause environnementale ? Alors, c'est pas très compliqué, puisque déjà, la demande venait des collaborateurs. Et ensuite, les jeunes sont quand même très demandeurs de soutenir la cause environnementale. Ils sont très sensibles à ces questions-là. Donc, c'était extrêmement facile de fédérer les collaborateurs et d'avoir des candidatures pour nous rejoindre. Ils sont tous très volontaires et il n'y a pas de difficulté sur ce sujet. Et pourquoi One Person for the Planet et pas une autre cause environnementale ? C'est vrai que les avocats choisissent parfois de soutenir d'autres causes, que les droits humains.
Et on s'est lancé sur la cause environnementale parce que c'est le bien commun. C'est le lien de tous les membres du cabinet, de tous les citoyens d'ailleurs. Ça nous paraissait important de soutenir la cause environnementale, d'autant plus qu'elle est très peu soutenue. On a rejoint One Person for the Planet parce que c'est une aide aussi pour le choix des associations. Parce que c'était au niveau de la communication, au niveau de la visibilité, important pour nous de montrer cet engagement fort. Alors, votre engagement a été récompensé, hein. Vous avez eu 2 prix l'année dernière, le prix de la générosité du barreau de Lyon et le prix de la philanthropie remis par le groupe FICAD. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ces récompenses ? Alors, c'est la récompense effectivement de tout notre engagement, de notre travail. Ça nous permet aller plus loin encore dans notre investissement, dans notre engagement. Et c'était du coup une très belle année puisqu'on a été à la fois reconnus par nos pairs, puisque on a eu le prix du barreau de Lyon, et aussi par le groupe FICAD à Paris, donc dans la catégorie Espoir. C'était vraiment une reconnaissance et nous vous en remercions encore une fois. Alors, un mot sur ce que ça représente pour l'avocat dans la cité de s'engager dans une cause environnementale. Comment vous voyez-vous les choses à ce sujet ? Les avocats ont toujours été au cœur de la cité et la cause environnementale est une des préoccupations actuelles. Donc, il était important que les avocats s'investissent dans ce sujet. Notre cabinet, effectivement, s'est engagé dans ce sujet, mais il y a d'autres avocats qui le font, d'autres barreaux qui le font également. Par exemple, au barreau de Lyon, il y a une commission pour le droit de l'environnement qui œuvre, avec des actions concrètes pour l'environnement. Donc, c'est un sujet qui préoccupe les avocats et qui montre que les avocats ont toujours été et seront toujours au cœur de la cité. Alors, on est début 2026, c'est le moment où on se fixe des objectifs. Quels sont les objectifs pour la Fondation LexCase ? Alors, les objectifs, elles sont déjà en fonction du chiffre d'affaires du cabinet. Donc, le chiffre d'affaires du cabinet a augmenté sur 2025 de 15%. Donc, on va pouvoir avoir plus, puisque c'est 1% du chiffre d'affaires, plus pour les projets. Et puis, de poursuivre cet engagement, peut-être aussi de soutenir de façon pluriannuelle les associations, puisque comme la Fondation n'a que 2 ans d'existence, 2 à 3 ans d'existence, on n'avait pas ce recul, ce lien avec les associations. Et l'objectif de 2026 et des années à venir, c'est de créer ce lien, d'avoir un retour des associations sur les dons qu'on a pu faire jusqu'à présent et poursuivre pour les soutenir, les aider de manière structurante. Aujourd'hui, si vous deviez faire un bilan depuis la création en octobre 2023 de la Fondation, quel serait-il ? C'est un bilan très positif, à la fois pour les 2 objectifs que nous nous sommes fixés. C'est très encourageant de voir que lorsque une initiative vient des collaborateurs, qu'elle est soutenue par les associés, cela peut faire de belles choses et pour le bien commun. On va conclure là-dessus. Merci Delphine Loyer. Je rappelle que vous êtes associée et présidente de la Fondation LexCase. Merci beaucoup Arnaud. Tout de suite, on va parler d'un sujet d'actualité, l'utilisation des données des utilisateurs européens pour entraîner les systèmes d'intelligence artificielle. L'essor des systèmes d'IA soulève une question brûlante. Les systèmes d'IA peuvent-ils utiliser les données des utilisateurs pour entraîner leur système et à quelles conditions ? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Romain Wess-Moreau, associé au sein du cabinet LWM Avocat. Romain Wess-Moreau, bonjour. Bonjour. Alors, vous connaissez très bien ces sujets. Comment peut-on justifier l'utilisation des données des utilisateurs européens par des plateformes type Meta pour entraîner les systèmes d'IA ? Alors, c'est une excellente question. Je pense que la question est partagée par beaucoup. Le fondement utile qu'utilisent les plateformes, c'est l'intérêt légitime. Si je dois faire une petite comparaison aux États-Unis, on utilise par exemple le fair use.
qui permet d'utiliser des séquencements de données pour pouvoir entraîner les plateformes. Au sein de l'Union, on utilise l'intérêt légitime, donc c'est l'article 6, un F pour les plus précis, et qui permet en réalité de se dispenser du consentement de chaque individu, donc de chaque personne concernée, pour pouvoir utiliser les données pour entraîner les plateformes sur les données d'intelligence artificielle. C'est quoi l'intérêt légitime pour bien comprendre? Alors l'intérêt légitime, ça se démontre. Dans un premier temps, il faut que la société soit en capacité de démontrer que l'utilisation de ces données lui permette d'entraîner utilement ces données et en réalité qu'elle a un intérêt légitime à pouvoir utiliser ces données dans le cadre de l'exploitation des services qu'elle offre à ses propres clients. Vous avez le tribunal de Cologne qui a récemment eu une affaire dans laquelle il a pu pratiquer le triple test, à savoir quel est l'intérêt légitime. Il faut que l'intérêt légitime soit démontré par la société, qu'il ne porte pas nécessairement atteinte aux données personnelles, et surtout que l'intérêt légitime peut prévaloir sur l'intérêt des personnes. Dans ce cadre-là, on met en place un garde-fou. Le garde-fou est la nécessité de demander aux personnes concernées, d'informer les personnes concernées, pas de leur demander, mais d'informer les personnes concernées, et surtout de leur permettre un opt-out, in fine, pour pouvoir arrêter l'entraînement sur leurs propres données. Ça, c'est les grandes obligations des plateformes concernant le consentement des utilisateurs, c'est ça? Alors, je dirais plus précisément, le consentement, comme vous savez, c'est le principe. On ne touche pas au consentement, sauf par dérogation. L'intérêt légitime est une dérogation au principe du consentement. Comme on déroge, on doit répondre toutefois de l'obligation d'information, de l'obligation de l'opt-out. Il faut prévenir, il faut informer sur la façon dont les données vont être traitées, à quoi elles vont servir, etc. etc. Tout le reste de l'article s'applique, sauf l'obligation du consentement. Et est-ce que les utilisateurs ont un moyen de s'opposer au traitement de leurs données personnelles, dans ce cas, si leur consentement ne serait pas respecté, etc. Alors, les utilisateurs doivent avoir la possibilité de s'opposer. C'est une obligation la possibilité de s'opposer. On peut le traiter de deux façons différentes. On peut le traiter en amont, c'est-à-dire est-ce qu'on permet aux utilisateurs, oui ou non, que les données soient utilisées. C'est par exemple le cas de la jurisprudence dont je vous ai parlé, où en l'occurrence c'était Meta qui laissait un délai pour choisir si oui ou non on allait pouvoir laisser l'IA s'entraîner sur ses propres données. De l'autre côté, en aval, on a la possibilité de solliciter le droit d'opposition, qui est dans le RGPD. Et si le droit d'opposition n'est pas respecté, alors droit d'opposition... Ça veut dire quoi? Ah voilà, c'est la grande question. Le droit d'opposition, c'est le droit de s'opposer au traitement de données à caractère personnel vous concernant. Ça peut être concernant l'utilisateur en lui-même, mais aussi parfois des données qui ne sont pas directement liées à l'utilisation du service. Par exemple, c'est des données qui peuvent être utilisées dans le cadre d'un tracking sur Internet. D'accord. En tout état de cause, chaque opérateur doit laisser la possibilité à toute personne concernée, donc qu'elle soit utilisateur du site ou pas, de pouvoir s'opposer au traitement qui le concerne. Soit ça passe par des pages qui sont mises à disposition par l'opérateur, soit ça passe aussi, et généralement ça passe aussi par là, surtout par là, par la mise à disposition d'une adresse Internet, où on écrit au DPO en lui disant qu'on souhaite s'opposer à tel ou tel traitement nous concernant. D'accord. Alors, il y a ce droit d'opposition, et si jamais on n'est pas satisfait, est-ce qu'on a des recours? Est-ce que les utilisateurs disposent de recours? Alors, il y a un recours qui est bien connu aujourd'hui des utilisateurs, c'est de déposer une plainte auprès de la CNIL, et ça marche plutôt bien. La CNIL fait vraiment un effort là-dessus pour traiter les plaintes. C'est assez rapide. En fait, vous avez, à partir du moment où vous sollicitez l'opposition, l'opérateur a un mois pour vous répondre. Ça peut être encore un mois supplémentaire s'il vous prévient au bout d'un mois. Et au bout de ce temps-là, vous pouvez décider si oui ou non vous êtes satisfait ou pas de la réponse. La CNIL, elle traite, j'allais dire comme elle peut, les informations. Ça peut être assez long, comme ça peut être assez court, tout dépend de l'affaire. Je ne peux pas vous répondre efficacement là-dessus. Alors, au-delà des recours, il y a les risques liés à la réutilisation des données. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on risque justement quand on met ces données dans les systèmes d'IA? Quels sont les risques pour les utilisateurs?
Alors, on peut identifier quelques risques qui peuvent faire peur comme ça. Le risque, c'est que les données soient complètement noyées dans le système d'IA et qu'elles soient inextricables. C'est-à-dire qu'une fois qu'on met ces données dans le système d'IA, On ne peut plus les retirer, c'est ça? exactement, aller rechercher la donnée spécifique qui vous concerne dans l'intégralité du système et relève aujourd'hui un peu de la prouesse Parce technologique. que c'est noyé dans la masse? Exactement. D'où aussi un effet protecteur par ricochet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un effet de masse, on a plus facilement la possibilité de noyer ces données, de ne pas être directement impacté par un risque. Le risque, en termes juridiques, quel est-il? On peut avoir un risque d'usurpation d'identité et la reconstitution d'identité. On peut aussi avoir un risque d'hallucination, pour reprendre ce terme-là, qui permettrait de dire en réalité qu'on associerait vos données à d'autres données, qui permettraient d'avoir des fausses informations ou des informations qui seraient fausses sur vous. Donc, de mauvaises informations qui ne permettraient pas en réalité de suivre les obligations du RGPD, qui est d'avoir une information qui est sincère et qui est suivie. Alors aujourd'hui, il y a un règlement sur l'intelligence artificielle. Est-ce que ça change la donne, quelque chose à ce niveau-là? Alors, l'IA Act, sans changer la donne, vient rajouter une couche, un layer supplémentaire, si vous me permettez l'expression. Une protection supplémentaire? Une protection supplémentaire, on peut tout à fait le dire comme ça, parce qu'en réalité, l'IA Act vient rajouter des obligations réglementaires, des obligations de conformité, donc de sourcing de l'IA, de documentation de l'IA qui est utilisée. Et elle vient rajouter aussi des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 7% du chiffre d'affaires. Donc C'est pas négligeable. C'est pas neutre du tout. Et en réalité, quand vous avez l'utilisation d'un système d'intelligence artificielle, vous devez en amont faire un peu comme une analyse d'impact RGPD, c'est-à-dire vous devez évaluer l'IA en fonction de ses critères. Et si ces critères démontrent qu'il y a des risques potentiels, dans ce cas-là, il faut une plus grosse documentation. Et si les risques sont normaux, il faut quand même une documentation adéquate. Donc on va vers une plus grande sécurité pour les utilisateurs européens, on peut dire ça? Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'on va vers une plus grande sécurité, ce serait un petit peu m'avancer. En tout cas, on va vers une plus grande demande de conformité des opérateurs. Et ça me paraît pour le coup indispensable, notamment dans l'effet massif que l'on peut utiliser, dans lequel on peut utiliser données avec l'intelligence artificielle. Une plus grande sécurité, ça voudrait dire qu'il faudrait ajouter des layers de cybersécurité qui existent déjà. Sont-ils suffisants? Ça, c'est une autre question. Bon, à suivre alors. Exactement. Merci Romain Merci à Vespo. vous. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À demain sur Be Smart for Change.